Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un cas d'école de communication politique. Ah oui, on met les mains dans le cambouis. C'est exactement ça. On a sur la table tout un écosystème numérique autour de Nicolas Dupont-Aignan et de son parti, Debout la France. Le site, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tout y est. Et surtout, on a la transcription d'une vidéo YouTube qui, je trouve, est une sorte de clé de lecture pour tout le reste. C'est souvent le cas. Une vidéo bien choisie peut révéler toute la mécanique. Notre but, c'est vraiment de décortiquer cette mécanique. Pas juste ce qu'ils disent, mais surtout comment ils le disent. Et pour commencer, je propose qu'on parte d'un sujet qui a l'air super technique, presque ennuyeux. Je vois où vous voulez en venir. Les normes de pollution pour les voitures, les ZFE. Ça fait pas rêver, et pourtant je pense que tout est là. C'est une excellente porte d'entrée. Vraiment, parce qu'on tombe direct au cœur de la méthode. On a donc cette fameuse vidéo sur les ZFE, les zones à faibles émissions, et aussi le DPE, pour les logements. Oui, et le titre de la vidéo, c'est pas Analyse des normes environnementales, hein. Non, c'est non à la ségrégation sociale. Voilà, On change de registre. complètement. C'est ça qui m'a sauté aux yeux. D'un coup, on parle plus de vignettes critères ou d'isolation. On parle, et là je cite la vidéo, d'un délit de pauvreté. Les mots sont forts. Ils sont d'une violence. On a l'impression que le vrai sujet, c'est plus du tout la pollution, c'est une sorte de guerre menée contre une partie de la population. C'est précisément la première leçon de ce qu'on pourrait appeler leur manuel de communication. Leçon 1, ne jamais laisser un sujet technique rester technique. Jamais. Chaque acronyme, chaque directive, ça devient une arme potentielle dans une grande bataille culturelle. Un DPE, c'est pas un calcul d'énergie. Non, c'est une menace pour votre logement. Une ZFE, ce n'est pas une zone de circulation. C'est un mur qui vous exclut de la ville. C'est exactement ça. Tout à fait. Et pour appuyer ça, ils sortent des chiffres qui sont faits pour choquer. Dans la vidéo, on entend parler de 10 millions de voitures concernées, ce qui mènerait à, je cite encore, 20 millions de Français astreints à résidence. Astreint à résidence. Ouais. Le terme est dingue. C'est fou. On n'est plus dans le débat public, là. On est dans le code pénal. Et ça s'arrête pas là. Ils font un lien direct entre les portiques qui flashent les plaques et Ah oui. une société de surveillance généralisée en parlant de l'euro numérique, de l'identité numérique. On part d'un pot d'échappement pour arriver chez Orwell. Et voilà la deuxième étape. Une fois que le sujet est devenu un enjeu moral, il faut un coupable. Et le coupable, il est tout désigné. Toujours le même. Cette mesure, qui est appliquée vocalement dans 42 métropoles en France, elle est immédiatement rattachée à sa source, une directive européenne. Et la boucle est bouclée. C'est ça. Le problème très concret de la personne qui peut plus aller bosser avec sa vieille voiture, c'est plus la faute du maire de sa ville, Non, c'est la faute de Bruxelles. exactement. Du coup, ça dessine une fracture très très claire. D'un côté, il y aurait les riches, les bobos des centres-villes, qui, je cite, se réservent la ville, et de l'autre, les classes populaires, les artisans, les ruraux, ceux qui sont chassés. C'est un récit qui est très puissant. Très. D'ailleurs, la vidéo va même jusqu'à proposer des contre-arguments écologiques pour se défendre en disant que la voiture, finalement, c'est que 16% de la pollution et que la vraie cause, ce serait les feux de bois ou les centrales à charbon allemandes. On a donc la méthode là dans toute sa splendeur. On part d'une angoisse du quotidien, est-ce que je vais pouvoir garder ma voiture? Est-ce que je vais pouvoir louer mon appart? On simplifie ça en un conflit, le peuple contre le système, et on désigne l'ennemi extérieur. L'Union européenne. Voilà, c'est une manière incroyablement efficace de rendre une idéologie qui peut paraître un peu abstraite, totalement concrète. Personnelle. D'accord, c'est une méthode et elle est efficace pour rendre l'idéologie tangible. Mais justement, c'est quoi cette idéologie? Tout cet effort pour transformer un diagnostic énergétique en combat de civilisation, au final, ça sert quel grand projet? Ah ben là, C'est là qu'en sortant de la vidéo et en regardant tout le reste, le tableau devient limpide. le projet, c'est la clé de voûte de tout l'édifice. La souveraineté, c'est le mot central. Oui. Le slogan du parti, il est affiché partout sur leur site. Il est sans équivoque. Une France indépendante, des Français libres. Toutes les batailles concrètes, comme celle des ZFE, ne sont que des illustrations, Des preuves en quelque sorte. des preuves à l'appui de ce combat central. La critique de l'UE, c'est pas un sujet parmi d'autres. C'est le prisme à travers lequel tous les autres sujets sont lus. On le voit très très bien sur le thème de l'agriculture. C'est omniprésent, ça tourne en boucle sur tout leur réseau. Ah oui, l'agriculture, c'est un thème majeur. Un post Instagram qui réclame une exception agricole française. Un autre sur Twitter qui avance un chiffre choc. En 2026, la France donnerait 31 milliards d'euros à l'UE
pour n'en recevoir que 15. Et le reste servant à financer les pays qui nous concurrencent. C'est ça. Que le chiffre soit exact ou pas, en fait, c'est presque pas le sujet. Ce qui compte, c'est le récit qu'il construit. Celui d'une France spoliée, dépouillée. Exactement. Et ce récit, il s'applique à tout. Prenez l'accord du Mercosur. Dans leur publication, il est jamais présenté comme un traité commercial complexe avec des avantages, des inconvénients. Non. Non, il est qualifié de déloyal, systématiquement. Et on trouve des alertes quasi apocalyptiques. Von der Leyen veut le signer le 12 janvier. On sous-entend que tout ça se fait en douce. Dans le dos des peuples. Voilà. Chaque sujet, que ce soit un steak brésilien, une norme de moteur ou un discours du chancelier allemand, ça devient un nouvel épisode de la même saga. La lutte de la France pour sa survie. Face à des élites mondialisées. C'est toujours ça. J'ai vu un tweet qui réagissait à l'idée du couple franco-allemand et qui disait « L'Allemagne défend ses intérêts et non ceux de la France ». C'est toujours cette même logique. Il n'y a pas de partenaire, en fait. Il n'y a que des concurrents ou des maîtres. Et ce qui est fascinant, c'est que cette rhétorique, elle permet de créer une vision du monde très très cohérente. Oui, très simple. Il y a nous, le peuple, les convictions, le bon sens, la France éternelle, comme le dit un titre de vidéo. Et il y a eux, Bruxelles, les technocrates, les millions de la finance, les autres pays. C'est un monde facile à comprendre. Et dans ce monde, le parti se positionne comme le seul, l'unique défenseur du camp du nous. D'accord. Donc on a la méthode. Transformer le technique en moral. Et on a le message, la souveraineté contre la soumission. Mais une idée même bien emballée, ça sert à rien si personne l'entend. Bien sûr. Et c'est là qu'on arrive au troisième pilier, la diffusion. En regardant les sources, ce qui frappe, c'est l'échelle. C'est une machine. Une machine de guerre, presque. Je suis allée voir par curiosité les statistiques de leur chaîne YouTube. On parle de plus de 230 000 abonnés. Mais surtout, plus de 3600 vidéos mises en ligne. C'est énorme. C'est colossal. On est à plus de 60 millions de vues. Ce n'est plus une chaîne de parti, c'est une chaîne d'information en continu. Vous mettez le doigt sur un point essentiel. Cette cohérence dont on parle, elle n'est pas naturelle. Elle est fabriquée. Elle trahit une discipline de communication quasi militaire. C'est ça, le mot. Discipline. Chaque élément de langage est validé, répété à l'infini. Ce n'est pas juste un compte sur chaque réseau. Non, c'est un écosystème numérique qui est conçu pour saturer l'espace. Oui, on voit la même chose partout en même temps. Le même clip sur l'agriculture, ça va être une vidéo longue sur YouTube, un extrait de 30 secondes sur Instagram, un lien sur Facebook et un visuel sur Twitter. C'est une stratégie de chambre d'écho. Et le ton. Le ton n'est jamais neutre. Il est fait pour provoquer une réaction immédiate. Les titres sont souvent en majuscules. Trop, c'est trop. C'est un appel à l'émotion. Les descriptions sont chargées, on parle de la grande comédie de Macron. On ne cherche pas à informer, on cherche à indigner, à émouvoir. Et surtout, chaque publication se termine de la même manière. Un appel à l'action. Toujours. Absolument. C'est un point crucial. Ce n'est pas une communication de contemplation. C'est une communication de mobilisation. Chaque post, chaque vidéo, c'est un outil de recrutement. Les boutons « Adhérer »,« Je fais un don » sont omniprésents. Et la question financière, d'ailleurs, est totalement décomplexée. Il y a des appels aux dons très directs. On ne demande pas seulement aux gens d'être d'accord, on leur demande de participer. De partager, de financer. De s'engager. C'est une communication militante au sens le plus pur. On voit aussi dans l'agenda de leur site qu'ils créent des rendez-vous fixes. Un Nicolas décrypte l'actu tous les dimanches, des directs sur Facebook tous les soirs. Ça, c'est la stratégie de fidélisation. Très classique, mais très efficace. On crée une habitude, un rituel. On s'insère dans le quotidien de son audience. L'objectif final, c'est de devenir la source d'infos principale, voire unique, de ses sympathisants. Ils ne commentent pas l'actu, ils la décryptent. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils fournissent une grille de lecture prémâchée qui va interpréter systématiquement chaque événement à travers l'unique prisme de la souveraineté. C'est un circuit fermé. Donc, si on assemble toutes les pièces, on a une machine de communication qui fonctionne en 3 temps. C'est ça. Premier temps, on prend une angoisse concrète, une peur du quotidien, et on la transforme en grande crise morale. Tout à fait. Deuxième temps, on explique que cette crise, en fait, c'est juste un symptôme de la vraie maladie, la perte de souveraineté face à l'Europe et à la mondialisation. La cause de tous les maux. Et troisième temps,
On diffuse ce récit en boucle sur un écosystème numérique ultra discipliné qui appelle constamment à la mobilisation et au financement. C'est Ah, une ok. mécanique implacable. Ce qui ressort de tout ça, au final, c'est que la communication ne porte presque plus sur des propositions politiques factuelles. Non, plus du tout. Elle porte sur la construction d'une identité. Le but, c'est pas de convaincre quelqu'un sur les mérites d'une réforme agricole. Le but, c'est de lui dire qui il est. Un résistant? Un résistant qui défend la France éternelle, et de lui dire qui sont ses ennemis. On quitte le champ du politique pour entrer dans celui du symbolique. C'est presque religieux. Ça nous laisse avec une dernière pensée, peut-être une question à méditer. À notre époque où on est tous submergés d'informations, de notifications, de polémiques constantes, Oui. on peut se demander si l'arme la plus efficace en politique, finalement, ce n'est plus la nuance d'un argument, mais la cohérence et la répétition obsessionnelle d'une seule et même histoire. Une histoire diffusée à travers un écosystème qu'on contrôle de A à Z, jusqu'à ce que cette histoire devienne, pour son audience, la seule vérité qui compte.